Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je vais vous faire un aveu. J'avais fini ces dernières années à ne plus croire en notre peuple, en ses capacités à pouvoir secouer le joug, à se libérer des chaînes d'indignité qui l'entravent. J'avais fini, et avec moi beaucoup de gens, beaucoup de compatriotes, par croire que plus jamais, jusqu'à ce que mort de la nation s'ensuive, nous ne pourrons chasser ces parasites qui infestent notre pays, que nous ne pourrons recouvrer notre indépendance confisquée. Et pire que cela, j'avais fini, à force de déception, à être habité par la conviction que notre pays allait se fracasser sur le mur des jours, qu'il allait sombrer dans l'inconnu, qu'il allait être rattrapé par la dure réalité et qu'il allait être plongé, à Dieu ne plaise, dans une violence inouïe, d'où il ne sortirait pas indemne, intact. Et encore pire que cela, j'avais fini par être totalement convaincu que l'Algérie allait disparaître, qu'elle ne serait plus qu'un nom sur des livres d'histoire. Et soudainement, oui, soudainement, venu de nulle part sans que nulle force ne l'ait préparé, ni même prévu, un cri est monté des tréfonds de ce peuple. Un cri de résistance d'un pays qui refuse obstinément de mourir, qui n'accepte plus de vivre sous la férule d'une médiocratie doublée d'une mafiocratie. De partout, des endroits les plus improbables de ce malheureux pays, y compris de ces régions qu'on croyait totalement ankylosées, les Algériens découvrent qu'ils sont un peuple, que le moment est venu pour eux de se réapproprier leur destin. La jeunesse est aux avant-gardes. Les réseaux sociaux sont devenus des maquis de civisme et de militantisme. Les femmes ne sont pas en reste. Jamais telle mobilisation n'a été observée dans ce pays. L'immense majorité des Algériens est vent debout contre la farce électorale que tous découvrent aujourd'hui telle qu'elle est réellement, une énième tentative de prolonger la vie d'un régime finissant. Le mot boycott et le mot roi, il est drapeau de ralliement qui claque au vent, nuée qui promet des ondées fertilisantes, aurore qui annonce un jour nouveau. Les Algériens de l'étranger qui ont déjà commencé à voter ont infligé un retentissant désaveu au régime. Les premières estimations parlent d'une participation qui n'aurait pas dépassé les 4%. Les bureaux itinérants, sources intarissables pour la fraude, ont déjà commencé à recevoir les populations nomades. L'immense majorité des électeurs algériens est appelée aux urnes demain. Et ils promettent non seulement de ne pas se rendre dans ces bureaux de vote, mais plus encore qu'ils s'opposeront de toutes leurs forces aux chiffres de la fraude et du bourrage des urnes qui se concoctent déjà. Les Algériens ne veulent plus être les complices de la mise à mort de leur propre patrie. Ils ne veulent pas cautionner la farce électorale qui ne vise à rien d'autre qu'à faire croire que l'Algérie est un État de droit. Oui, j'avais fini par désespérer avec moi de nombreuses gens, même si nous faisions tout pour n'en rien laisser paraître. Et nous avons tous eu tort. Nous avons eu tort de désespérer de notre peuple, de notre jeunesse. Sous la cendre des jours noirs couvait une braise ardente. Le peuple algérien est toujours vivant. Hay yurzaq.
Donc j'ai le plaisir aujourd'hui pour parler de ce boycott massif, intense, dont on ne comprend vraiment pas les tenants. Comment il est vrai que des forces ont appelé au boycott, mais on ne leur savait pas autant d'influence. Elles-mêmes, l'un d'eux est avec nous aujourd'hui, Karim Tabou, nous lui poserons la question. Eux-mêmes, je présume, nous diront que je ne sais pas, ils nous expliqueront comment s'est opérée cette magie de la résistance. Et donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karim Tabou, président de l'UDS. Merci d'invitation. Merci d'être avec nous, Karim Tabou, qui a fait le voyage spécialement depuis l'Algérie. C'est un plaisir de le faire. Et autant pour nous, sinon plus. Merci beaucoup. Brahim Younsi est avec nous aussi, en politique algérien, analyste plutôt politique algérien, puisqu'il s'est refusé à l'avenir. Oui, non, la politique. Voilà. Les voici, les politiques, voilà. Que je salue Karim Tabou. Il a fait du bon travail, je le félicite, quand il était à la tête du FFS. Oui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et Karim. bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors nous serons rejoints par Yassine Mahibahi, qui est candidat aux élections. Vous voyez que, comme quoi, nous, on est démocrates, hein, on reçoit tout le monde. Et nous aurons au téléphone un autre participant, par politesse, je ne dirais pas participationniste, Omar Aït Mokhtar. Et au téléphone, nous aurons l'Arbi Zouaimi, plutôt au Skype, nous aurons l'Arbi Zouaimia depuis les États-Unis. Et nous aurons Lias Filali qui va nous rejoindre dans un petit moment. Karim Tabou, alors la question que j'aimerais vous poser tout de coup. Vous êtes parmi ceux qui ont appelé au boycott. Vous êtes parmi les rares forces politiques qui ont franchement appelé au boycott et qui sont descendues dans la rue. Mais vous croyez que cette forte adhésion à ce boycott, cet engagement quasi général, y compris dans des régions très reculées, enclavées, vous croyez qu'elle n'est due qu'à votre appel? Non, je ne pense pas. Il y a eu un choix politique qui a été fait par les gens qui ont décidé de boycotter. C'est tout simplement un choix pour aller vers le peuple. Aujourd'hui, la classe politique est scindée en deux. Il y a ceux qui ont choisi d'aller vers le pouvoir et il y a une classe politique qui tente d'avoir des ancrages dans la population. Parce que tout l'enjeu de cette élection est qu'il y a une classe politique qui est arrivée à sa fin et qui tente de survivre par les ancrages que le pouvoir va lui procurer. Au lieu d'aller vers une espèce de renouvellement politique des acteurs, des idées, de la scène, et je pense l'intrusion ou l'arrivée de ces jeunes qui sont en train de bousculer un peu l'ordre politique tel que nous l'avons connu, et là, il apporte de la fraîcheur, mais il impose des normes nouvelles de la politique. Donc, aujourd'hui, le seul mérite, je pense, des militants qui font le boycott, c'est justement leur choix d'aller vers la population. De là à considérer que c'est nous qui avons imprimé cette ligne politique à la population, c'est se mentir. Bien au contraire, aujourd'hui, malheureusement, la population exprime son rejet de ces mensonges, de ces fourberies, de ces embuscades, entre parenthèses, du pouvoir, par toutes sortes de formes de rejet. Entre les expressions qui sont écrites sur les murs, entre la façon dont les Algériens se comportaient face à l'affichage, face à la campagne des partis politiques, et les citoyens. Engagés, les engagements, les réseaux sociaux. Cette élection
aura tout simplement laissé une seule chose de positive, il a bougé quelque chose au sein de la population. Il a bougé ce sentiment qu'on croyait mort, fini dans la population, mais finalement, il peut remonter de la profondeur de cette population qui a été brimée, qui a été cassée, qui a été désespérée, qui a été démolie par tous les procédés violents qu'on a connus pendant des décennies. Mais voilà, comme on dit en langue française, c'est par la voix du monde qui dort que viendra la personne salvatrice. Vous voyez bien qu'un jeune a défié toute une campagne fondée sur la violence, fondée sur l'intimidation. Moi, j'ai vécu la campagne électorale en Algérie, j'ai vécu des campagnes électorales depuis 1991. Jamais, et je mesure les mots, jamais le pouvoir n'a déployé autant de moyens financiers, médiatiques, politiques, policiers, en tout genre, pour tenter d'obliger les Algériens à aller voter. Comme si le pouvoir joue sa dernière carte. On a le sentiment aujourd'hui que le pouvoir joue les temps morts. Et il espère avoir cette possibilité de tricher encore dans les temps morts. En tout cas, il ne ressent plus d'énergie pour aller de l'avant. Karim Tabou. On a toujours entendu cette fameuse sentence de « le peuple a besoin de l'homme providentiel pour bouger, pour se réveiller ». Or là, en l'occurrence, on a l'impression que si tant est qu'il y aura un homme ou des hommes providentiels, une force ou des forces providentielles, c'est du peuple qu'elle semble être en train de naître, d'émerger. Et c'est ça aussi qui indique la crise politique que vit la classe politique. Une grande partie de la classe politique a arrêté de penser que l'alternative puisse venir de la population. Beaucoup, dans la classe politique, y compris les partis qui proclament la démocratie, qui proclament les principes démocratiques, ils ont, par la force des temps, par l'érosion politique qu'a connue la scène, qu'ont connu les partis politiques, ont fini par intérioriser dans leur façon de concevoir la politique l'idée que le président ne peut venir que du pouvoir, que les changements ne peuvent venir que du pouvoir, que le chef ne peut être désigné que par le pouvoir, que les sièges ne peuvent être donnés que par le pouvoir. Donc c'est ça la crise. Moi, de mon point de vue, la crise politique se situe à ce niveau d'une élite, d'une classe politique qui a renoncé à un principe essentiel de la politique, c'est chercher à se faire mandater par le peuple. Aujourd'hui, on est avec une classe politique. Mais n'est-ce pas là ce qu'ils essayent, ce qu'ils tentent de faire élire des gens par le peuple? Ils font tout le contraire, puisqu'ils espèrent avoir des quotas, ils espèrent avoir des surfaces, des espaces dans les institutions. Ils savent très bien que les règles qui sont mises en place ne peuvent pas permettre l'expression de la population. La preuve est que vous interrogez les partis politiques. Moi, personnellement, des fois, je suis un peu perdu quand je discute avec des partis, soit ceux qui siègent dans les assemblées ou ceux qui ont donc boycotté les dernières élections. Ceux qui siègent dans les assemblées boycottent tous les débats de l'Assemblée. Moi, j'ai vu la classe politique boycotter tous les débats de l'Assemblée, boycotter les votes sur les lois organiques, boycotter la Constitution, boycotter les consultations sur la Constitution, boycotter tout. En fait, c'est une attitude à la limite respectable, mais qui prouve que dans ce cadre-là, il est impossible de changer quoi que ce soit, puisque ces institutions sont au service du pouvoir plus qu'ils sont au service de la population. Il y a une autre attitude qu'elles adoptent, ces forces, disons, de la vraie opposition, ou relativement vraie opposition, c'est qu'elles font un peu de chahut dans les travées. Et là, peut-être qu'elle contribue à cautionner un peu le régime qui gonfle le torse, qui dit « Voyez mon opposition, comment elle fait ?» Mais dès lors qu'on évoque dans notre jargon politique, etc., dans nos débats, vrai et faux opposition, vrai et fausse classe politique, c'est ça la crise. La crise est que finalement le pouvoir a créé les conditions pour rendre invisible et illisible la scène politique. Il continue de jouer un jeu
par lequel il veut donner une apparence d'un pays normal. Il y a des élections, il y a une instance qui surveille les élections, il y a une administration, il y a des partis politiques, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a de toutes les couleurs. On appelle ceux-là islamistes, on appelle ceux-là laïcs, etc. Mais le tout est un jeu complètement faux, puisqu'il ne permet pas le transfert de la décision politique par le peuple. Et la réalité de tous les jours, elle est là. Brahim Younsi, d'abord, vous-même, est-ce que vous étiez un peu comme moi, complètement... moi, j'avais renoncé. Je ne voulais pas le laisser paraître, mais j'avais fini presque par désespérer de notre peuple, alors que je passais mon temps à dire « il ne faut jamais désespérer du peuple, les peuples ont des ressorts cachés, ils ont le génie des peuples existe en état toujours latent. » Et vous-même? Je n'ai jamais désespéré du peuple algérien et je ne désespère pas du peuple algérien. J'ai désespéré de la classe politique. Vous la connaissez beaucoup mieux que moi parce que vous êtes à l'intérieur. J'ai désespéré des politiques. Des élections, il n'y en a pas, vous le savez très bien. Ce n'est pas des élections. Parler d'élections, on est dans le faux semblant aussi, de mon point de vue. Ce qui est posé, et le boycott, et je salue votre honnêteté de dire que ce n'est pas les partis, ce n'est pas ceux qui ont appelé au boycott. Ce n'est pas le mot d'ordre de boycott des partis qui a été suivi. Parce que le peuple, précisément, est en train de vivre, à mon sens, je vis loin, est en train de vivre un sursaut politique. Il réinvestit d'une certaine manière par le boycott l'espace politique pour dire le système qui nous appelle à voter est illégitime. Parce qu'on ne peut pas naître de l'illégitimité la légitimité de toutes les institutions. Nous sommes en présence d'institutions illégitimes. Ceux qui font la loi ou qui votent la loi votent dans l'illégitimité. Le peuple ne leur a donné aucune légitimité et ces partis à l'Assemblée nationale le savent pertinemment. La loi doit avoir une légitimité que confère le peuple. Alors il n'a jamais conféré une légitimité à ceux qui font la loi pour lui. Et le peuple a compris, et nous le voyons sur les réseaux sociaux, que c'est la suprématie de la force sur le droit. Nous sommes encore... Mais Brahim Younsi, comment... Je vous avoue que je vous pose la question très, très sérieusement et très sincèrement, parce que je n'ai pas la réponse. Je ne demande qu'à en avoir. Comment est née cette magie du militantisme, de l'engagement, du refus au sein d'un peuple qui avait été anesthésié, ankylosé, qui avait été coupé de sa dignité, j'allais dire, dont on a extirpé toutes les vraies valeurs et dont on a, réussi à neutraliser toutes les forces autour desquelles il aurait pu se rallier pour... et puis d'un seul coup, sans qu'il y ait de force véritable, d'où seraient venus j'allais dire, ces mots d'ordre. Voilà que la jeunesse, et pas seulement, s'organise autour d'un seul mot, boycott. Boycott. Et maintenant, on est en train de dire Mansourtiche. Et c'est en train de devenir... Et peu de gens réussissent à croire que ça ne vient de nulle part, que c'est dans l'air, que c'est une magie. Comment expliquez-vous ça? Ce n'est pas une magie, c'est une situation. Les gens, la situation de notre peuple, et vous le vivez... c'est dégradé, c'est détérioré. Les familles, les jeunes n'ont pas de travail. Mais ça a toujours été le cas depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Il a fallu du temps parce qu'il y a une cristallisation de la crise. Il y a une cristallisation. C'est arrivé à exacerbation. Bien évidemment. Et c'est dans la crise, et dans la crise aussi profonde que vit le pays, et vous le vivez de l'intérieur, que le changement... Que la révolte ou la révolution s'opère. Révolution? Oui. Nous sommes en période, je l'ai dit chez vous... Dans le sens de changement total et radical Radical, peut-être même violent.
Mais la Parce que la violence ne pourra servir que le régime, en l'état des choses. Pas toujours. En Le l'état des régime, choses. et Karim Tabou l'a dit, le régime met tous les moyens de l'État pour appeler à la participation. Plus la participation, il le sait, plus la participation est faible, plus l'illégitimité du système, du pouvoir, devient plus éclatante encore aux yeux du peuple. Nous allons demander l'avis de l'Arbi Zouaimia. L'Arbi Zouaimia, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette formidable mobilisation des Algériens autour de ce mot magique, je persiste à parler de magie, de boycott? Salam alaikum, Alaykoum salam, ahlan bik, Zul. mes salutations à vos invités. Merci. Moi, je ne peux pas imputer premièrement le boycott. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, on vous entend très bien. Je ne peux pas imputer le boycott à une force politique. Je ne l'impute pas aussi à une action politique concertée de certains groupes ou des gens qui ont boycotté. Moi, je pense que c'est un réflexe qui monte en cadence. C'est un réflexe populaire, c'est-à-dire il y a, parce que tout simplement il s'agit d'élections, les gens constatent de visu que la situation est catastrophique. Il y a les éléments sont plus visibles par rapport à un appel à une démonstration, à une manifestation. Les élections, à peu près, c'est plus visible. Les gens peuvent faire cette analyse au niveau de soi, au niveau de sa personne. C'est-à-dire, dans le terme le plus simple qui m'en a, par exemple, je peux dire que je ne vote pas parce que ils ont foutu la pagaille. C'est-à-dire, c'est le terme le plus simple. Les gens en ont marre de ces gens, de ce pouvoir, de ces députés, de ces structures, du vol, de la rapine, de tout ce que vous voulez. Et tout simplement, c'est un réflexe que je considère qui monte en cadence. Le problème, c'est qu'après... Mais excusez-moi, l'Arbi Zouaimia, juste une petite question. En l'occurrence, la l'indifférence, mais en l'occurrence, ça a toujours été le cas. Les Algériens n'ont jamais vraiment voté par indifférence, par résignation. Or, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de la résignation. Les gens sont au créneau, ils sont montés au créneau, ils sont en train de se battre, de dévasser des panneaux électoraux, de faire des poèmes, de faire des chansons, de sortir dans la rue, de s'appeler au téléphone pour de demander à leur famille de ne pas voter. C'est un véritable engagement. C'est tout ce qu'on veut, sauf de la résignation. Parce que le topo médiatique aussi à laquelle vous participez, vous-même, vous avez fait participer beaucoup de gens, vous avez accompagné beaucoup d'actions, vous-même, vous faites partie des actions qui ont été faites, tout simplement. Le topo médiatique n'est pas le même. Depuis 2014 jusqu'à 2017, certainement, ça s'est accentué, l'utilisation d'Internet, de Facebook, dans les télévisions, justement. On est dans un espace médiatique plus évolué, les outils sont plus à la portée de tous. La communication et l'intercommunication et l'interaction entre les gens, ça s'effectue de plus en plus. Donc, je pense que la situation en 2012 était complètement différente. Il y a des gens qui ont participé dans des élections et maintenant ils boycottent, ils disent maintenant ils boycottent. En tout cas, moi je considère que les gens ont accès à une communication, que les gens ont accès à une information, que les gens ont accès à des idées. Et il y a un débat qui s'instaure en Algérie. N'oublie pas que même Moucherikin ou la Moukhatirin, mais tout simplement ce qui nous diffère des autres sociétés. Je suis loin un peu, je suis aux États-Unis et au Canada parfois, je vois de loin. Qu'est-ce que je vois? Il y a une prise de conscience formidable en Algérie. Nous ne sommes pas le cas d'autres pays qui en vont... il y a une prise de conscience, il y a un sentiment national, il y a la peur, cette peur de voir son pays s'effondrer, et c'est formidable. Maintenant, comment la canaliser, comment la récupérer? Mais on ne va pas passer notre vie à critiquer les gens qui sont partis, ça, à les accuser comme ça, c'est fortuitement. C'est des erreurs de parcours, tout le monde, même Mitterrand a fait des erreurs de parcours, mais les plus grands politiciens ont fait des erreurs de parcours. Tout simplement, nous cherchons la meilleure méthode pour sauver un pays, pour trouver un consensus. L'Arbi Zouaimia, quelle a été la situation aux États-Unis dans les bureaux de vote des Algériens? Est-ce que les Algériens en temps soit peu voté?
Moi, j'étais pas dans moi, je serai en principe dans la zone de Washington la semaine prochaine, mais j'étais pas dans la zone de Washington, j'étais dans la zone de Massachusetts, mais j'étais il y a 3 jours à Montréal. À Montréal, donc c'est vide, c'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai passé du côté de la... Donc ça fait longtemps que je ne suis pas allé au centre-ville, donc je suis allé et c'est vide. Je pense qu'il y a une abstention. Les gens s'en foutaient perdument de ces élections. Il y a un dégoût, il y a un dégoût. Vous sentez un petit peu, c'est la lassitude, c'est-à-dire les gens en ont marre. C'est-à-dire il n'y a pas aucune explication dogmatique à ça, au doctrinal, au politique. Les gens en ont marre de ce pouvoir mafieux et ils s'expriment, les gens s'expriment. Restez avec nous, l'Arbi Zouemia, je reviens à vous dans un moment. Nous allons d'abord accueillir Yassine Mahibahi qui vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Jamel Din. Vous êtes candidat, vous êtes j'allais dire participationniste, vous êtes participant. Oui, voilà. Ouais. Restez avec nous. Je vais accueillir d'abord Omar Aït Mokhtar, lui-même participant, lui aussi, aux élections qui se trouve à Tizi Ouzou, candidat donc aux législatives. Omar Aït Mokhtar, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de nous donner cette occasion. Je suis exactement à Azazga. Azazga, Alembek. Alors, Omar Aït Mokhtar, dites-nous alors d'abord quel est l'état des lieux, l'atmosphère à Azazga et un peu partout en Kabylie. Est-ce que les gens s'apprêtent à voter avec enthousiasme, à se porter au bureau de vote, à se rendre au bureau de vote? Que si je participe aujourd'hui, sachant que la campagne électorale s'est terminée le 30. Hein, oui. Donc, il n'y a aucun parti qui a respecté donc la fin de la campagne électorale. C'est un bon signe. Hein. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Voilà. Donc, voilà. Et vous-même, pardon, Omar Aït Mokhtar, vous-même, est-ce que vous avez le droit d'intervenir là, en pleine, après la campagne électorale, alors que vous êtes candidat? Je me suis posé la question, je veux dire juste ce qu'il faut, c'est qu'il y a un journal régional qui appartient à un patron d'un parti politique qui est la Dépêche de Kabylie, Amar Ibn Younes. Rien qu'hier, son journal a fait campagne, et pour lui et pour ses copains. Donc voilà, il y avait une interview de Nordin Hamouda, qui n'a pas besoin d'ailleurs, de lui-même, et aujourd'hui, il parle de la guerre entre l'UFD et l'UFS, pour vous dire que la campagne n'est pas terminée. Ça, c'est dégueulasse pour moi, c'est inacceptable, donc quand j'ai l'occasion d'en parler, je le fais avec plaisir. Donc, personne ne respecte les règles ici à Tizi Ouzou, ni l'affichage sauvage. Ils ont sali tous les murs et tout ça, pour vous dire que les gens qui vont y aller à l'Assemblée nationale ne respectent pas eux-mêmes donc les règles. Ils vont nous demander de respecter les lois qu'ils vont nous faire. Concernant la mobilisation, j'entends bien que vous appelez au boycott, vous favorisez cela. Vous n'avez pas fait le diagnostic. Moi, j'ai fait une campagne de proximité, des villages et tout ça. Les gens, c'est qu'ils en ont marre des partis. Il y a la faillite des partis politiques. Vous comprenez? Oui. Ils ont eu pas mal de promesses. Et à Tizi Ouzou, les gens en ont marre de ces querelles de personnes, d'appareils et tout cela. Donc, ils ne trouvent pas... il n'y a plus de repères pour eux. Les jeunes et tout ça. Moi, étant universitaire de l'université de Namri, je suis rentré dedans bien avant cette campagne. Les gens commencent à écouter. J'ai ramené quelque chose de neuf, c'est dire la vérité politique. C'est très simple, hein. Les partis politiques ici à Tizi Ouzou, les partis régionaux, si on prend le RCD au nord de Nethamodé, il n'existe pas ni à Naba, ni à Djerta, ni à Tlemcen. En plus, d'utiliser des fonds de commerce comme ça, il y a un bout de temps, ils ont divisé le LCB en commission et machin. Et aujourd'hui, Nordin Hamouda qui utilise la mémoire collective, donc la Fondation Améroche, qui est un parti politique. D'ailleurs, il n'a pas respecté la fin de la campagne électorale, puisque le premier mai, la fête du travail, comme par hasard, il s'est fait inviter pour honorer une moudjahida à Bouzgane. Ça, c'est inacceptable. En plus de ça, il utilise la mémoire du colonel Amroche Bahermo, un héros de la Révolution qui appartient à tous les Algériens. Il y a la mémoire collective. Mais sinon Omar Aït Mokhtar,
Sinon, pour ce qui est des électeurs algériens de Kabylie, comment ils se comportent? Est-ce qu'ils sont enthousiastes à l'idée d'aller voter? Donc, moi, je suis certain des gens que j'ai rencontrés dans les villages, dans les villes et tout ça, gestionnés, les gens vont voter pour moi. Par contre, la majorité des gens ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Parce que ces partis ces partis régionaux qui ont leurs clients, ils n'ont pas appelé les gens à s'inscrire sur la liste électorale au moment voulu. Donc on se retrouve avec des gens qui vont vous dire je suis convaincu, je vais voter pour vous, sauf que je ne suis pas inscrit sur la liste électorale. Donc cette campagne a servi à quelque chose pour moi, puisqu'on s'attaque au municipal, nous allons prendre le pouvoir par le bas, nous allons faire la révolution velours. On prend les mairies, comme disait Hussein Ahmed au moment où il est rentré en Algérie. C'est qu'il n'y a pas d'opposition en Algérie. Karim Tabou, que je salue, qui est avec vous, il a été bien député. Il a insisté, il a crié au scandale puisqu'on ne lui a pas donné l'autorisation pour faire son parti. Donc il ne va pas le dire aujourd'hui s'il boycotte. Toute l'équipe qui s'est assise avec lui à Mazafran, mais il y aurait de l'opposition. Pourquoi il n'y a pas eu de mot d'ordre alors pour boycotter le RCD qui a boycotté la dernière fois? Il n'y a pas eu un changement, il participe cette fois-ci, il est de Mazafran. Le FFS qui prend le consensus national avec Aït Ahmed avec son charisme. Il n'a pas pu, il veut convaincre les gens à Tizi Ouzou pour voter pour lui, or qu'il n'arrive pas à restez avec nous, Omar Aït Mokhtar. Je reviendrai à vous dans un petit instant et je laisserai bien sûr Karim Tabou vous répondre. Mais avant, Yassine Mahibahi. Donc, vous êtes candidat dans une liste indépendante, il me semble. Dans une liste d'un parti, Al-Infitah en France. Ah, d'un parti qui a été agréé en 97. D'accord, on n'en a jamais entendu parler. Comme tous les partis qui ont été agréés, que beaucoup de gens n'entendent pas. Ah, pas parler, voilà. Okay. Alors, la dernière fois, vous avez jeté un gros pavé dans la mare en nous racontant cette histoire d'urnes qui passaient la nuit dans les hôtels. Oui. Vous êtes au courant, Karim Tabou? Et ça peut passer dans un hôtel, comme ça peut passer des jours dans des casernes. Voilà, alors là, en l'occurrence, c'est le consul lui-même qui le connaît bien. Il y a une dizaine de bureaux, c'est ça. Réexpliquez-nous un peu cette histoire. En fait, l'histoire, c'est tout simplement, durant la préparation des élections, nous avons été conviés en tant que candidats et nos représentants dans des réunions dans les consulats d'Algérie, un peu partout. Oui. Donc on nous a appelés pour des réunions. Bon, moi j'ai assisté à une seule réunion. Et le but de ces réunions, c'est de dire voilà comment cela va se passer, etc. Donc l'organisation des élections, nous donnant toutes les garanties de l'impartialité de l'administration, etc. Donc j'ai assisté à une seule réunion au consulat général de Créteil, qui est une des circonscriptions consulaires. Le consul donc nous a expliqué, nous a même fait ramener une urne. Alors voilà ce que c'est qu'une urne, etc. Voilà. Et le problème du consulat, c'était ce changement de date. Parce qu'en fait, initialement, pour la France et pour l'étranger, les Algériens étaient conviés à voter... 3 jours de suite. Non, 6 jours. 6 jours. Du 29 au 4 mai inclus. D'accord. Le gouvernement français, Bernard Cazeneuve, quand il est parti à Alger, il a dit on ne peut pas, c'est-à-dire l'ordre de cette visite en disant au gouvernement algérien, écoutez, nous on est en pleine campagne des élections présidentielles, on ne peut pas accepter que vous fassiez vos élections du 29 au 4 inclus. Essayez de changer cette date-là. Quitte à interrompre... Quitte à interrompre le processus pendant 3 ou 4 jours. Donc le gouvernement algérien, travaillant dans le sens de la coopération algéro-française, etc., dit d'accord. Et bien sûr, les consulats, les consuls étaient très gênés par rapport à cette histoire. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit, nous sommes très embêtés parce qu'il va y avoir le vote le 29 et le 30, samedi, dimanche, mais interruption, lundi 1er mai, mardi, mercredi, et on reprendra le jeudi. Et les urnes, où est-ce qu'elles vont... Alors, les urnes, pendant ces 3 jours, moi, dans une des réunions, il nous a donné toutes les garanties en disant que les urnes seront scellées, fermées dans une des pièces du consulat. Nous avons dit d'accord, on vous fait confiance, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, on est parti dans ce processus,
on va vous faire confiance. Bon. Et puis après, il y a eu d'autres réunions. Et parmi ces circonscriptions consulaires, il faut savoir qu'il y a des bureaux délocalisés en France. Il y a 6 villes. Où il n'y a pas de consulat. Où il n'y a pas de consulat. Ce sont Tours, Vierzon, Bourges, Orléans et Châteauroux. Une aussi réunion où j'étais convié à participer au consulat général de Paris, où j'ai dit je ne peux pas assister pour des raisons professionnelles, je vais vous envoyer ma représentante. Et dans cette réunion, il y a eu, donc tous les candidats étaient d'accord, enfin on leur a proposé la solution suivante en disant écoutez, 29 et le 30, samedi, dimanche, les habitants de Tours et d'Orléans, ils vont voter. Par contre, la nuit du samedi au dimanche, nous ce qu'on vous propose, c'est que les urnes passent les nuits dans des chambres d'hôtel des présidents du bureau de vote. Êtes-vous d'accord? Il semblerait que tous les candidats ont accepté ça, que les urnes passent la nuit dans des chambres d'hôtel de ces villes, de ces bureaux délocalisés. En présence d'un seul personnage qui est le président du bureau. Bien sûr, le consulat a dit, nous on est prêts à ce que vous passiez la nuit avec le président du bureau de vote, si vous voulez. On vous a proposé, vous, candidats, attendez, de passer la nuit avec l'urne. Attendez, quand j'ai mis ce communiqué sur ma page Facebook, je rappelle que ma page Facebook et la page Facebook de tout le monde, c'est un espace privé. Oui. Il semblerait que nos pages sont surveillées en copie d'écran par tous les gens du pouvoir. Parce que vous venez de l'apprendre? Non, mais je confirme. D'accord. Puisque le consul, le lendemain, le consul... Non, mais bon, écoutez, il faut dire la vérité quand même, il faut dire certaines choses. Le consul général d'Algérie m'appelle le matin en me disant, mais c'est quoi ce communiqué? Vous avez dit que... J'ai dit oui. Et alors, il est où le problème? Moi, je trouve scandaleux que les urnes passent les nuits dans les chambres d'hôtel, monsieur le consul. Et en plus de ça, ce n'est pas à vous de m'appeler. Vous représentez l'administration. S'il y a quelqu'un qui doit m'interpeller, c'est la haute autorité chargée de l'organisation des élections, mais pas vous. Or, pour le moment, je n'ai pas saisi la haute autorité. Donc, pourquoi vous m'appelez si ce n'est parce que c'est une décision qui a été prise au consulat. Et vous avez appris autre chose, c'est que le consul vous a dit la fois passée, on a eu 7%. Mais que alors, cette un des fois-ci, consuls, oui, bien sûr, un des consuls, lors des réunions, quand il nous a dit, n'ayez pas peur, vous pouvez nous faire confiance. Alors, bon, il y a toujours des candidats qui disent, mais oui, mais les urnes... Parce qu'en fait, tout ce problème, je vous dis, c'est les 3 jours qui ont fait que ces élections en France, pour moi en tout cas, ont échoué tout simplement. Et le consul a dit, écoutez, ce n'est pas la peine d'avoir... de trop grands espoirs. Voilà, parce que le taux de participation en 2012 était de 7%. Dans cette circonscription consulaire, et si on arrive à faire 5%, on est champion. Comme ça, en ces termes. Hein. Comme ça. 5%. 5%. Mais après, il a démenti. Hein. Il a dit non, je n'ai pas dit. Qui ça? Ce monsieur. D'abord, je n'ai pas dit qui était ce monsieur. C'était le consul. Un des consuls, nous avons plusieurs consuls. Ouais. Un des consuls nous a dit cette phrase-là devant tout le monde. Je n'ai pas cité son nom, je n'ai pas à dire qui c'était, mais il nous a dit, nous avons fait en 2012 7%. Vous avez bien fait de ne pas dire, parce que sinon il aurait été rappelé, il est presto. Quoi qu'il en soit, moi je veux dire une chose, le jour du vote, il faut que je le dise aux Algériens, nous avons, pour que je sois filmé moi, j'ai demandé à être filmé le jour du vote. Faisons mon devoir citoyen. Ça n'a pas été accepté, et ça a été accepté avec le consul en disant c'est interdit de filmer, c'est interdit. Je dis mais écoutez, mais pourquoi c'est interdit, monsieur le consul? Il a dit parce que nous sommes dans un endroit diplomatique. J'ai dit non, aujourd'hui ce n'est pas un endroit diplomatique. Aujourd'hui c'est un centre de vote et donc il est public. Donc je veux qu'on me filme en faisant mon devoir citoyen. Il me dit d'accord. Dans ce cas-là, on va vous suivre. On va être derrière vous. Oui. Et ils m'ont suivi. Quelqu'un m'a filmé pendant les élections. Ils m'ont suivi. Donc, voilà. Et vous savez, il y a des fonctionnaires qui étaient tellement en colère contre moi parce que je suis le candidat qui a voulu avoir ses droits
Alors, il s'est énervé, un des fonctionnaires du consulat, et ça, il faut que les gens le sachent, un des fonctionnaires du consulat, قلت له جبيك يعني مقلق وراك تشنف على الجزائريين وكذا، انت راك غير فونكسيونير دو كونسولا وهذا يوم كبير وكذا، عندنا انتخاب. قال لي تفاصوا انا ما باليش لا بكم وانا بروحي ما راحش كاع ميم با نفوتي. Il est fonctionnaire au consulat. قال لي ما راحش ميم با نفوتي. Peut-être que lui aussi on a marre. Non mais pour vous dire un petit peu le mépris vis-à-vis de la communauté algérienne en France, le mépris de ce régime et vis-à-vis de tout cela, et ça il faut le dire, il y a d'autres choses que je dois dire, j'espère que j'aurai l'occasion de le dire. Nous reviendrons à vous dans un mois et je vous poserai une question, Ivry. Quel est votre état d'esprit pour ce qui est de ce boycott, de ce désaveu quasi général des Algériens? Vous me répondrez tout à l'heure. Oui. Des Algériens à l'endroit de ceux qui participent. Karim Tabou, vous vouliez peut-être répondre à M. Omar Aït Mokhtar Non, je pense que dans un moment normal, ce qui devait monter en cadence, c'était la mobilisation électorale. Dans une élection, Oui. ce sont les partis, ce sont les meetings, ce sont les conférences qui devaient monter en cadence. Or, la courbe, il est là, il est descendante, et puis les partis politiques, dans leur majorité, étaient contraints d'annuler leur manifestation. Ils ont, pour sauver un peu la face, ils ont versé dans ce qu'ils appellent virée de proximité. Virée de proximité, c'est une activité qui est nécessaire en politique, mais il ne donne pas la possibilité de voir les niveaux de mobilisation. Par contre, ce que nous allons remarquer, c'est qu'aujourd'hui, on est pris dans le piège des dispositifs, des questions secondaires, des questions qui relèvent beaucoup plus d'une modalité que de la question politique. Parce que l'essentiel aujourd'hui, les Algériens s'interrogent. Pourquoi ces élections? Au fait, ils vont servir à quoi? Moi, je le dis à l'opinion publique, mais également envers les partis politiques. Cette élection va servir tout simplement le régime. Le lendemain des résultats, qui vont être en tout cas décidés par les services du ministère de l'Intérieur et qui seront validés par le Conseil constitutionnel, ils vont dire finalement les réformes politiques de Bouteflika, ils ont réussi. L'instance de surveillance des élections a donné de la confiance aux partis politiques. Les résultats sont pratiquement les mêmes. Ce sera tout simplement le prolongement du mandat de l'Assemblée précédente. Et ce que nous remarquons sur la scène politique, c'est que pour l'instant, le pouvoir lui-même n'a pas de cap politique. S'il avait un cap politique, il aurait tout simplement indiqué la voie à suivre et tout le monde se serait mis au rang serré à aller dans ce cap. Aujourd'hui, la platitude qui caractérise cette élection montre bien que l'enjeu finalement chez le pouvoir, c'est tout simplement maintenir, laisser plate la situation. S'il y avait une procédure légale qui autorisait le chef de l'État à prolonger le mandat des députés qui sont en place, il l'aurait fait. Il aurait fait l'économie d'une élection. Et aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que la classe politique ne veut pas s'émanciper de cette logique de fonctionnement qui fait que seul le pouvoir peut disposer du droit de décider qui va gagner des sièges, qui ne va pas gagner des sièges. Et la meilleure démonstration, on est ces détails qui se passent. Mais lorsque vous analysez à l'échelle macro-politique, vous voyez quand même que c'est un scandale que le ministre de l'Intérieur puisse mobiliser des moyens énormes. Vous imaginez si Jamel, pour la première fois, on ne l'a pas fait du temps du parti unique. On ne l'a pas fait la veille de l'adoption de la charte nationale. On ne l'a pas fait pendant des moments où l'État, entre parenthèses, était entièrement engagé dans des actions d'envergure. De là avoir un bureau électoral ouvert dans la poste, dans les banques, dans les hôpitaux, dans les lieux publics. Et vous allez à Constantine, moi j'ai été marqué par cette image, des amplificateurs dans tous les coins
et qui passaient l'hymne national, etc. Vous avez l'impression que vous êtes en Libye au temps de Muammar Kadhafi. Vous êtes en Libye au temps de Muammar Kadhafi. On n'est pas dans un pays qui a une perspective sérieuse sur laquelle les gens discutent. Il y a un débat qui se déroule dans la société. Et c'est vrai, je rejoins notre ami, tout en apportant ma contribution à cette réflexion. C'est vrai, le peuple craint, le peuple aïa, le peuple il est dans la lassitude. Mais justement, il ne faut pas en faire un procès de la classe politique. Parce que la classe politique, ou la politique tout simplement, l'élite politique, son devoir étant de donner du sens, la lassitude. Il y a une lassitude, il y a un désarroi, il y a un rejet. La responsabilité de l'élite de la classe politique étant de donner du sens, étant de créer les conditions pour que cette lassitude puisse prendre la forme d'un projet politique, d'une alternative politique. Je pense que les agrégats, les matériaux, ils sont là. Aujourd'hui, le pouvoir, il joue le temps mort. Et vous savez, ce n'est pas... Il y a une dialectique chez Marx qui dit le propre du capitalisme. Le défaut du capitalisme, c'est qu'il porte en lui-même les germes de sa propre destruction. On est devant ça, on est avec un pouvoir qui porte en lui les germes de sa propre destruction. Mentir à la population pendant des années, leur promettre et utiliser tous les procédés violents, allant jusqu'à faire du chantage, toutes les formes de chantage, et on diffuse par des canaux connus dans le milieu populaire l'idée que si tu ne votes pas, tu ne vas pas avoir ton logement ADL, tu ne vas pas avoir ton travail, tu ne vas pas être confirmé. Et même tu vas aller en enfer. Alors tout ça justement, on parlera tout à l'heure des imams. montre bien la fragilité. Autant on a une image paradoxale de ce régime. Il donne une apparence d'un régime puissant, fort, qui tient les leviers de l'État, qui a une administration, qui a une armée administrative qui est là et qui décide à la place du peuple. Mais derrière cela, il est bousculé, il est fragilisé par une vidéo d'un jeune qui a été suivi par 2 millions d'Algériens en espace de quelques jours. Et toute la campagne électorale. Si jamais en Algérie, il y a 60 radios locales, quotidiennement, ils font la propagande insupportable. On est à Pyongyang. Alger, c'est Pyongyang. Alger, c'est Trablus au temps de Kadhafi. Même avec ça, vous trouvez des jeunes qui sont créatifs, qui sont d'un sens exceptionnellement créatif de la contestation. Ils donnent du sens, ils donnent de l'humour, ils donnent du cœur, ils donnent de l'émotion. C'est formidable. Et on dit chaque fois qu'ils sont manipulés. On les accuse toujours d'être manipulés. Et là, je pense que notre responsabilité à nous, c'est de donner des perspectives politiques, même si une grande partie de la classe politique a renoncé à ses obligations, mais surtout aux choses les plus élémentaires. Je donne un exemple et je finis sur ça. Moi, j'ai vu à Alger, les partis politiques, ils ont renoncé à 2 choses que je considère qui peuvent paraître simples, c'est des détails, mais pour moi, ils sont très symboliques. Vous savez, à Jamel, à Alger, il y a des boîtes de communication qu'on paye et qui collent les affiches de tous les partis politiques. Vous voyez arriver des fourgons remplis d'affiches du RCD, du FFS, du FLN, du RND, et c'est le même colleur d'affiches de toutes les affiches. Donc, on est passé à quelque chose qui explique un peu le désarroi, le désaveu populaire de ces partis. Dès lors, à l'époque, moi je me souviens, je suis jeune militant, coller une affiche procure un plaisir exceptionnel. Ouais. Alors le faire dans la clandestinité... Couleur d'affiche, c'était c'est vrai, les tâches de nègre dans les partis, mais également ça procure un plaisir, ça procure quelque chose, je ne peux pas le décrire. C'est un défi. Et surtout quand on le fait dans une logique subversive, quant à les services de sécurité, on se faisait même le plaisir de décrocher les affiches des autres pour en coller les siens. Et là, les partis politiques, ils ont renoncé à ça. Donc, on ne voit plus se dérouler sur le terrain le travail militant. La deuxième chose sur laquelle je pense que les partis ils ont renoncé, c'est que les partis ont intériorisé dans leur tête que ce n'est pas le peuple qui mandate, c'est le pouvoir qui donne les sièges. C'est clair. Et ça pose un vrai problème d'avenir.
Brahim Younsi. D'abord, tout à l'heure, Karim Tabou a prononcé un mot qui est très vrai, qu'on sent, hein, qui est là, à couper au couteau. Le mot, le régime a peur. On le sent, hein, c'est palpable. Pourquoi, à votre avis? D'abord, et j'aimerais y joindre une question qui vont toutes les deux dans le même sens. D'abord, pourquoi a-t-il peur de ce boycott? Et ensuite, pourquoi tient-il autant à la tenue de ces élections? J'ai répondu par anticipation. Le pouvoir, le système a ses services qui travaillent. Ils savent que la situation est pré-révolutionnaire, et ça, j'insiste. Et Karim Tabou a dit tout à l'heure une chose très juste. Pourquoi le boycott? Parce que la population algérienne, non seulement elle sent, mais elle sait aujourd'hui que rien ne va changer par les élections. Rien, strictement rien. Et nous sommes quasiment dans la même situation, dans la même configuration que 1952, 53, 54. À savoir que les partisans des élections se sont fait dépasser par les activistes. Les élections n'ont jamais rien représenté, à l'exception d'une d'entre toutes les élections qui ont eu lieu en Algérie, une seule, qui est encore significative et qui garde sa signification, une seule, celle du 26 décembre 1991, qui reste une référence, qu'on le veuille ou non. Voilà pourquoi, parce que le sentiment que rien ne changera et que rien n'a changé avec les élections doit se faire d'une autre manière. Et c'est là où le pouvoir effectivement panique. Il panique d'autant qu'il n'a plus les moyens de la rente. Il n'a plus les moyens de calmer les Algériens. Mais je veux revenir sur les partis politiques et sur les élites dont a parlé Karim Tabou. Je crois qu'il y a une rupture, et une grave rupture, entre les élites, entre les partis politiques auxquels la population a fait confiance à un moment donné. Et elle sent, je le dis comme je le pense et comme je l'ai toujours pensé, elle sent la trahison. Elle sent la trahison du politique. Le politique qui, pour elle, et je pense que Karim Tabou le confirmera, que le politique, que les élites politiques ne cherchent que leurs intérêts privés, leurs intérêts personnels et pas l'intérêt de la population. Ils ont renoncé à être des élites politiques. Mais je suis d'accord avec vous. C'est ça le problème. C'est ce que la population sent et ressent de plus en plus fort. C'est la raison pour laquelle, sincèrement, j'ai évacué le champ politique. Parce que... Est-ce que cette fois-ci, d'habitude, il y a toujours un peu de friction, un peu d'abstentionnisme, pas de boycott, hein, sauf 2012, un petit frémissement. Mais après les élections, généralement, les gens se font une raison, ils disent, bon, on a l'habitude de la fraude, ok, d'accord, on va avoir un parlement à 30% d'élections, y compris le bourrage, la fraude. Et tout le monde accepte, tout le monde passe à la suite. Mais cette fois-ci, est-ce que les gens vont accepter qu'on leur impose un autre parlement issu d'une autre fraude massive, mais à la seule différence que cette fois-ci, les électeurs se sont engagés sur le terrain et ont refusé de voter et ont appelé à ne pas voter. Est-ce que ça va se passer de la même manière, comme une lettre à la poste? Je ne le crois pas. Il va y avoir de la résistance? Je pense que oui. Je pense que oui. On le voit. On voit l'énervement du pouvoir. Il a même fait, vous en avez parlé, vous l'avez noté, les imams, pour faire participer la population à ces fausses élections. Il y a une prise de conscience populaire. Je ne suis pas sur place, Karim Tabou y est, mais je dois le ressentir comme je le ressens de loin. En tout cas, on m'en parle. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Une prise de conscience qu'il n'y a plus d'espoir à changer les choses de façon pacifique par les élections. Il n'y a plus d'espoir. Comment sinon par la violence? Oui, mais la violence, on l'a dit, le pouvoir violente symboliquement, quotidiennement les Algériens. Oui, mais non, moi je parle de la violence brutale, de la violence telle que nous l'imaginons.
le recours aux armes, le recours à l'émeute. par l'abstention. Ce qu'il a dit, le Bien pouvoir sûr. est en train de violenter. Oui, il y a une violence. D'ailleurs, je vais en revenir sur ça. Oui. Il y a une violence du pouvoir qui s'exerce. Je vais demander à l'Arabie Je n'appelle pas évidemment la violence, mais Oui, c'est une oui. situation, c'est une analyse. Parce que la violence, à mon avis, elle ne peut servir que le régime qui, à chaque fois qu'il se sent acculé, instrumente lui-même la violence pour pouvoir passer comme le sauveur. J'étais un de ceux, dans les années 90, à dire que la violence ne servait que le pouvoir et n'a servi que le pouvoir. Oui. Hélas. Mais, écoutez, excusez-moi, je voudrais juste rejoindre ce que vient de dire Brahim Younsi quand on dit que le pouvoir, effectivement, exerce une violence contre le peuple algérien. Rappelez-vous la campagne de 2012. L'actuel Premier ministre, il a dit une phrase que beaucoup d'Algériens ont oubliée, « Shawiya hashakum ». Oui. Il a dit Hajar Skarbi. Shawiya hashakum ou le hachal skarbi. Aujourd'hui, le même Premier ministre, il fait des déclarations, des discours en utilisant la femme algérienne comme un véritable fonds de commerce. Depuis quand incite-t-on la femme à tabasser son époux? À donner du bâton à son mari. Depuis quand incite-t-on la femme à tabasser son époux venant d'un chef du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas une violence vis-à-vis Oui, mais du vous peuple? prenez au sérieux, vous, ce monsieur? Écoutez, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Oui, mais attendez, soit on a un État, soit on ne l'a pas. On ne l'a pas. Pour moi, je n'ai jamais c'est prononcé le mot Premier État. ministre. Moi, je dis le régime. Aujourd'hui, nous sommes face à cette médiocrité. Et aussi, quand on voit la qualité de ces parlementaires, la médiocrité, c'est aussi une des raisons. Je reviens à vous, Yassine Mahibé. Je suis en train. Yassine, l'Arbi Zouaimia. Vous êtes avec nous, l'Arbi Zouaimia. Oui, oui. Alors, je voulais vous poser une question qui me tarabustait un peu. Cette histoire d'imam, leur ministre du culte, leur a demandé un certain vendredi de faire un prêche pour inciter les gens à aller parler, même d'aller un peu loin, hein, de les menacer des foudres de l'enfer s'ils ne le faisaient pas. Et on nous dit qu'à plus de 95%, les imams ont refusé. Alors, beaucoup de gens ont estimé, ont pensé que c'était peut-être un retour de conscience que ces gens... mais sachant la réalité du terrain, sachant que ces imams ont toujours obéi au doigt et à l'œil, il faut le dire, est-ce qu'on ne serait pas tenté de croire que c'est une autre voie qui est autrement plus autoritaire, si je peux dire, que celle de leur ministre, qui leur a enjoint le contraire, ça veut dire de ne pas faire de prêche, et une voix qui vient du cœur du régime? Je n'ai pas de réponse à cette question. Franchement, Ce que vous en pensez, je n'ai tout pas- simplement. Ce que vous en pensez. Pardon? Ce que vous en pensez. Moi, ce que je pense, c'est que le collègue M. Younsi a dit que, c'est vrai, a dit que le pouvoir fait tout. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est-à-dire, il mobilise tous les moyens. C'est-à-dire, vraiment, c'est à l'extrême. Ses capacités, il a mis toutes ses capacités. Tout simplement. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Il y a des interférences que j'entends pas. Non, non, on vous entend très bien. On vous entend très Parfait. bien. Donc, le pouvoir a commis un crime économique gravissime en Algérie. C'est très important. Le pouvoir est coupable de violence, coupable d'atteinte aux droits de l'homme. Il y a un journaliste qui est mort, il y a des gens qui sont en prison. C'est un pouvoir fasciste. C'est ça c'est une réalité. Tout simplement, c'est un pouvoir qui veut camoufler et qui veut donner l'impression que ça fonctionne normalement. C'est pour cela qu'ils s'investissent corps et âme dans cette opération, qui donne l'allure, qui va donner l'allure qu'il s'agit d'un État normal. Or, que c'est faux. Je vais vous dire quelque chose. Entre 2014 et 2017, bon, en langage informatique, on appelle ça interface. C'est les limites du système. 2014, les gens ont vu, même s'ils étaient un petit peu indifférents, il n'y avait pas de feedback, il n'y avait pas de réaction, mais les gens ont vu une élection d'un monsieur qui physiquement n'a pas été démontré, c'est-à-dire la démonstration même physique d'un président
ils étaient incapables, c'est-à-dire un président invisible, un homme invisible. Ça s'est jamais produit. Depuis qu'on a créé les rois et les empereurs, depuis qu'on a créé les régisseurs et les intendants, depuis qu'on a créé les ducs et les lords, on n'a jamais vu dans un État organiser des élections présidentielles où le concerné est absent. C'est grave. Donc dans cette interface, cette limite, et la limite qui va de demain, de 2004, certainement, même les gens qui ne sont pas politisés, c'est-à-dire même les gens qui, par mécanique tout simplement, ils savent que ce qui a été fait en 2014, toutes les promesses, le Premier ministre, le Yurli Berlu, ont vu les gens certainement enceintes à l'aqliyat, en leur sein. Ils font une petite analyse. C'est pour cela que je dis que ça monte en cadence. Ça ne veut pas dire que les partis reculent en cadence. Certainement, les partis politiques, certainement, ils ont des problèmes. Je ne suis pas ici pour venir, je suis pas ici pour donner des notes à des partis. Non, ce n'est pas ma mission à moi. Je considère qu'il y a des gens toujours honnêtes qui vont mobiliser plus tard. Parce qu'on doit reprendre le dialogue. Le problème actuellement en Algérie, ce n'est pas les élections en principe. Ce n'est pas un parlement où Jem'i et Tléba vont être recyclés à nouveau. Non, ce n'est pas ça. C'est le problème d'un État, des fondements d'un État. Et en termes pratico-pratiques, loin de la doctrine démagogique, il y a deux choses en Algérie. Il y a une économie défaillante, une économie en ruine. They pushing this country to havoc. Ils ont poussé ce pays à la catastrophe. Et son corollaire, c'est quoi? C'est une rente, c'est une corruption, c'est la rapine, le hagra, Ben Abbas. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas ici le monsieur qui appelait Tizi Ouzou, la campagne, alors un ancien chiite de la présidentielle. La compagnie critique. Non, on évite l'Arabie Zouémiate d'attenter à la dignité des gens. Parce que ce sont eux qui ont été 2014. Vous pouvez le contrarier, mais pas de l'insulter, non. En 2014, ce sont eux. Ce sont eux qui ont joué contre ce peuple. Ce sont eux qui ont joué contre la Kabylie. Ce sont eux qui ont accepté de cautionner un invisible, un président déjà adepte de la rapine depuis les années 60, depuis les années 70. Ce sont eux, c'est lui. Pourquoi maintenant s'attaquer à des gens et nommer Hamouda ou nommer Ousmo? Quelle éthique? Restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Je reviens à vous pour un dernier tour de table dans un petit moment. Omar Aït Mokhtar, si vous souhaitez répondre sans toutefois verser dans l'invective. Ah, il n'est pas avec nous, on le rappelle. Yassine Mahibaï, la parole est à vous. Est-ce que vous, j'aimerais vous poser une question, mais qui ne vous concerne pas, rassurez-vous. Pourquoi vous la posez alors? Non, qui concerne les élections. Oui. Parce que moi, je vous tire dessus ces derniers temps à tir groupé. Je sais. Alors, Gaïd Saleh, quand il nous annonce qu'en respect de la loi, les militaires ne voteront pas dans les casernes. Comme si la loi n'existe que maintenant. Alors que c'est la même loi qui existait quand ils votaient dans les casernes. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Ils privent, à un moment de boycott massif, qui risque de faire tomber le régime. Ils privent ce régime d'un bloc d'élections quasiment acquis. Ça veut dire, et dans lequel ils peuvent tout faire. Ça veut dire faire sortir du 100% RND, tout ce que... Alors, ils décident de priver les élections fatidiques, de ce bloc qui est pourtant acquis. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air? Peut-être pour les envoyer voter dans les bureaux pour qu'ils fassent acte de présence, pour qu'on les voit? Ou alors est-ce l'inverse? Est-ce pour saboter ces élections? Non, je ne pense pas en tout cas que l'intention du chef du corps d'armée, c'est de saboter les élections. Non, du tout. Je crois que c'est une institution qui reste stable, loyale et fidèle au chef de l'État, qui est le commandant en chef et tout ce qu'on peut imaginer. Non, je pense que c'est juste pour démontrer à l'opinion internationale, nous allons faire de ces élections quelque chose qui va réussir sur un plan de transparence, puisque nous avons demandé à tous nos jeunes officiers, sous-officiers militaires de sortir et de voter hors caserne. Mais le plus important, c'est le dépouillement. Le plus important, c'est le résultat de ces élections.
C'est ça le plus important pour moi. C'est pas le fait qu'on va dire... Vous avez beauté en touche. Hein. Mais Pardon? enfin, je vous en prie. Bah, écoutez, vous me posez une question, bah, je vous réponds. Non, Après, vous si n'avez c'est pas un débat répondu, vous entre... m'avez répondu comme un apparatchik, de l'ordre, le ministre, le président, le chef de l'État. Non, 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 mais je ne sais pas. Maintenant, si vous voulez que je vous donne une réponse qui vous plaît, je ne vous donne. Non, 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 pas je qui vous me plaît. réponds. J'aimerais que vous me disiez, par exemple, Pour non, moi, oui, ceci, cela. Pour moi, pour moi, c'est un non-événement. J'ai réfléchi à cette histoire. C'est vrai que c'est une première en demandant aux militaires de voter hors caserne. Mais encore une fois, c'est dans une démarche, parce qu'il faut rappeler que le chef de corps d'armée a fait un communiqué juste après en disant « Nous sommes prêts pour réussir ces élections ». Le plus important, ce n'est pas ça, c'est les résultats, c'est le dépouillement, c'est comment cela, le taux de participation. C'est ça le plus important. Est-ce que aujourd'hui, l'administration algérienne, qui est tenue par les partis du pouvoir, le parti du FLN, surtout, est-ce que cette administration algérienne aura le courage, au lendemain du vote, de nous donner les véritables taux de participation de ces élections, du taux d'abstention? C'est ça, moi, que j'ai envie de voir. Ça veut dire que vous êtes en train de leur demander de ne pas frauder, de ne pas bourrer Non, les mais urnes. vous me dites que les militaires, cette action de dire que les militaires sortent et votent hors caserne, pour moi, c'est un non-événement. C'est bon. C'est bien, ça rentre dans un processus démocratique. C'est une preuve pour moi Oui. que les résultats sont déjà connus, que les quotas sont déjà donnés, distribués. Nous allons prendre Omar Ait Mokhtar, puis je reviens pour un dernier tour de micro. Omar Ait Mokhtar, je vous en prie, si vous voulez répondre à l'Arbi Zouaimia dans les limites de la correction, bien sûr. Je remarque deux choses. Hein. Oui, je vous en prie. Donc, si l'administration a mis tous les moyens pour surveiller les élections, c'est très bien. Eh ben, le contraire serait un problème. Pourquoi accuser l'administration donc? Et je vous assure que je suis candidat, Omar Solé, pour mettre en place les surveillants dans les bureaux. Donc, on parle dépouillement. Si on me vole les électeurs, c'est de ma faute. Je n'ai qu'à surveiller. J'ai un bulletin, j'ai un PV assigné dans chaque bureau. C'est à moi de donner le chiffre de participation, enfin les votants pour moi. Je n'accuse personne. Vous simplifiez quelque chose de très complexe, vous le savez très bien. Ça ne se passe pas comme ça, écoutez, que la fraude a d'autres mécanismes autrement plus simplistes que celui que vous êtes en train de décrire. Si on voit des loups. Je suis journaliste, moi aussi, je sais, j'ai assisté à... Moi aussi, je suis. Mais écoutez, Oui. Pourquoi alors participer? On voit des loups partout. Moi, je participe, je suis confiant. Mais le problème, c'est de ramener des électeurs. Les électeurs, si ils ne se mobilisent pas, je parle d'ici à Tizi Ouzou, j'ai sillonné ma wilaya, hein, ils sont dégoûtés des partis politiques. Vous comprenez? Oui. S'il n'y a pas de mobilisation, aucun parti ne peut me mobiliser. Il n'y a pas d'opposition. D'ailleurs, c'est les mêmes qui se représentent 4 mandats d'affilée. Il n'y a pas de renouvellement. Et puis, je vous assure que je découvre une chose dans ma ville à Fréha. Fréha, il y avait un aérodrome, un aéroport. Il a été vendu par la PCRCD en 92. Tout le monde en parle dans les cafés, ce n'est pas normal, c'est un crime et tout ça, mais personne n'a rien fait. Ni l'opposition, c'est la PCRCD. Pourquoi le FFS n'a pas dénoncé? Eh bien moi, j'ai fait un tract et j'ai interpellé le Wali et le président de la République. On va arrêter cette transaction criminelle et le terrain stratégique de 24 hectares au centre de la ville va revenir à l'État et on verra avec un débat public ce qu'on peut faire de ce terrain. Vous comprenez? Ben, les gens sont contents, mais je leur dis que vous êtes criminels. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? C'est tout le monde qui a compris, sauf moi, ou le contraire. Moi, j'ai compris, tout le monde n'a rien compris. Il faut chercher la vérité, il faut avoir le courage de la dire. Moi, je n'accuse pas, je ne fonctionne pas sur commande. J'étais universitaire à Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, on est contre le pouvoir. Je ne savais pas ce que c'est. Il fallait être contre le pouvoir. Je ne savais pas ce que c'est. On a suivi les sadis, les machins et tout ça. Tout est faux. Omar Ait Mokhtar, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vais faire un dernier tour de micro. Brahim Younsi, vous allez avoir environ 2 minutes chacun pour dire le mot de la fin. Ces élections ne sont en réalité
par le trucage, par la fraude. On s'habitue à cela, mais on ne s'habitue pas vraiment à la fraude et au trucage. Ne sont que la ratification par le pouvoir des candidats du système. Ça se résume à cela. C'est la raison pour laquelle j'ai 2 minutes, je vais m'adresser aux Algériens. Ils l'ont démontré ici. Et Vous avez la caméra qui est en face de vous. Et Mahibahi l'a dit. Et l'administration l'a reconnu qu'il n'y aurait que moins de 5% de participation. 5% de participation en France. Alors qu'habituellement, il y avait du monde. Aujourd'hui, les Algériens de France n'ont pas voté. Alors je leur demande de suivre l'appel au boycott qu'ont lancé un certain nombre de partis auxquels je m'associe. Il ne faut pas aller voter. Il faut que la participation soit la plus faible possible. C'est ce que le pouvoir vous demande d'aller voter à votre détriment. Ne le faites plus. N'allez pas voter demain. Merci Ibrahim Younsi. Arbi Zouaimia. Je m'excuse encore si Benchenouf, de temps en temps, l'insan يتنرفز. معليش العربي, on vous connaît, Parce on que- sait parce combien que vous j'aime êtes pas- correct et il arrive à tout le monde de s'énerver. J'espère que M. Omar Ait Mokhtar ne vous en saura pas. Est-ce que je peux prendre une seconde? Écoutez, Une on seconde, parle- pardon l'Arbi Zouaimia. Est-ce que je Pardon. peux prendre une seconde? Une seconde, oui. Pour apporter de l'eau au moulin Oui. de l'Arbi Zouaimia. Oui. C'est que M. Omar Ait Mokhtar, Non, nous lorsque- n'allons pas. Attendez, Oui. c'est une information. D'accord. Je ne vais pas je ne le défends pas parce qu'il y a des Mais choses il et je reste les plus ai. de temps. Oui, attendez. J'ai déposé plainte devant la Cour pénale internationale contre un certain nombre de généraux, y compris le général Tawfiq Mediane. M. Omar Ait Mokhtar m'a condamné à mort. Et je reviens à l'Arbi Zouaimia. L'Arbi Zouaimia. Tout simplement, je me suis énervé parce qu'on ne vient pas, c'est-à-dire lors d'une intervention, parler des autres. J'ai des amis dans le RCD, dans le FFS, dans certains partis de l'opposition. C'est des gens simples, c'est des gens modestes. Il se peut que je n'épouse pas la position du RCD, la position du FFS. Ça, c'est momentané. Mais on ne vient pas ici dans la télévision pour parler des gens, pour se prendre pour le sauveur de la Kabylie, à peu près. Saint-Augustin a dit à Posidus de Constantine, ce n'est pas le génie qui vous manque, c'est ta cause qui est mauvaise. Tout simplement, nous aimerons, nous souhaitons que les élections seront une erreur juste de parcours, que le débat, c'est-à-dire qu'il y aura encore du débat, qu'il y aura une alternative face à ce pouvoir, parce que si on commence à fragmenter, à émietter l'opposition, on risque de devenir seul. C'est-à-dire, on va un petit peu, c'est pas possible, mais il faut qu'on essaye un petit peu de limiter nos critiques et d'essayer de voir que un jour, on aura besoin de toutes les personnes, parce qu'on connaît le pouvoir, on connaît la liste, on connaît cette bande-là. Il faut qu'on sauve l'alternative qui est constituée de beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui sont partout, dans toutes les parties, qui sont des gens modestes et qui travaillent indépendamment de certaines positions, parfois conjoncturelles. Merci l'Arbi Zouaimia. Yassine Mahibahi. En 2 mots, en 3, enfin en 2 minutes, en 3 minutes, ça environ dépend. 2 minutes. Bon, écoutez, moi ce que je peux dire au peuple algérien à la veille de ces élections, c'est que nous avons un exemple. Aujourd'hui, ce soir, en France, le débat entre 2 candidats à la présidence en France, dont un qui n'a jamais été militant d'un parti politique. Donc je pense que les Algériens doivent comprendre que l'avenir appartient aux jeunes. Non seulement les Algériens, mais aussi les gens qui sont au pouvoir et qui méprisent de plus en plus les jeunes, et que ce fil conducteur a été complètement déchiré et rompu. Moi, je suis candidat aux élections législatives. Karim Tabou est un ancien parlementaire, est un grand militant, donc il est passé par cette expérience. Si je suis candidat aux élections, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, parce qu'il y a des gens qui m'ont soutenu, et par respect à ces gens-là, je continue dans cette aventure, même si je sais que je suis très déçu de certaines choses, et je suis le seul candidat qui a osé dire la vérité, que
c'est des élections qui sont peut-être jouées d'avance, sûrement même, et que l'administration n'a rien fait pour. Donc ce n'est pas pour décourager, au contraire. Je reste dans cette optique-là, mais l'avenir appartient aux jeunes et sans parti politique, puisque aujourd'hui, ce n'est pas les partis politiques qui sont en train de gagner, c'est les idées, c'est les hommes, c'est les idéologies. J'ai toujours rappelé, j'ai toujours défendu, en absence de Karim Tabou, le fait qu'on n'a jamais donné l'agrément à son parti politique, le fait qu'on n'a jamais accepté, comme nous à l'époque avec Sidi Ahmed Ghazali, le Front démocratique, comme Dr Talib Ibrahimi. Aujourd'hui, on est en train de voir qu'il n'a pas besoin de créer un parti politique, c'est les hommes qui sont là sur le terrain et que les Algériens doivent faire confiance aux jeunes. Je souhaite que du bien pour ce pays, parce que c'est le nôtre, parce qu'on n'a pas d'autre patrie de rechange. Voilà ce que je souhaite. Merci, Yassine Bahibahi. Karim Tabou. Enfin, pour reprendre un peu ce que disait Aït Mokhtar, dans sa façon d'intervenir, il apporte quand même un élément important. C'est qu'il a fait une campagne, il semblerait qu'il a fait une campagne et que la population rejette les partis politiques. Mais je lui annonce à l'avance que les partis politiques vont gagner des sièges dans la région. Ce sont ces partis que le pouvoir, à qui le pouvoir va donner des sièges. Et c'est clair que probablement Aït Mokhtar il va venir par la suite crier à la fraude, crier à des malversations qui se seraient passées. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, le pouvoir quand même a voulu mener deux opérations. Et il faut les déjouer. La première opération consiste à éloigner les Algériens du débat, du vrai débat. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de ce pays va se jouer dans l'étape d'après, pas l'étape législative. Qui va être président de la République? Comment les choses vont être gérées? Qui va décider à la place des Algériens? Dans quelle perspective le pays va évoluer? Et il semblerait que les élections législatives est un gagne-temps pour le pouvoir. Parce qu'il y a un débat d'abord sur les législatives, il va y avoir par la suite nomination d'un gouvernement. Après la nomination du gouvernement, il y aura des élections locales. Après les élections locales, c'est le mois de Ramadan et la rentrée scolaire. Et il aurait gagné toute l'année 2017 dans un débat qui, finalement, le vrai débat est reporté. Deuxième avantage, deuxième objectif qui est tracé par cette élection, et avec cette propagande qui a dépassé un peu les limites du normal, c'est le fait que le pouvoir, je pense, veut, après coup, dire aux Algériens, et moi je présume qu'ils vont annoncer un taux de participation qui avoisine les 60%, peut-être entre 55 et 60%. Ça va être violent contre le peuple algérien. C'est quelle belle manière de dire, voilà, sans vous, on manipule les chiffres. Ould Abbas a bien annoncé les résultats à l'avance en disant que c'est nous qui allons rester, quels que soient les votes, quels que soient les... Et je pense, j'ai sillonné certaines wilayas, les gens sont bien conscients que les candidats, que les députés sont connus d'avance. Parce qu'ils viennent d'un milieu, ils viennent de l'appareil, ils viennent du FLN, ils ont le soutien de l'administration. Il est faux de croire que dans ce pays, on n'est pas en Suède, on n'est pas en France, on n'est pas en Norvège. Il est faux de croire à la disposition par laquelle le chef de l'État a mis en vacances des ministres. Vous êtes ministre, vous êtes candidat, vous partez dans une wilaya, l'administration se comporte envers vous, pas autant que candidat, mais autant que ministre. Absolument. Il est faux de croire qu'on est dans la... Et là, le pouvoir veut passer le message de l'après. Parce que la logique veut qu'une élection, que plusieurs élections devaient consacrer au moins une fois le principe de l'alternance. Or, nous, on est dans une situation de rallonge de mandat. Au fait, on est dans le même mandat. On n'est pas dans plusieurs mandats, on est dans le même mandat. Mais après, et c'est ça qui fait que les politiques n'arrivent pas à capter ce sentiment profond chez la population. Les Algériens n'acceptent pas, ne veulent pas se rendre complices d'un jeu qui consiste à tout bouger pour que rien ne bouge. En fait, on aura le même gouvernement, les mêmes ministres, les mêmes pratiques, les mêmes conditions de vie, et les Algériens ne veulent pas se rendre complices. Et je pense qu'aujourd'hui, les Algériens ont bien conscience de cela. Et derrière, effectivement, cette opération, il y a également un deuxième objectif. C'est celui par lequel le pouvoir veut apporter la démonstration, avec cette opération, que finalement, la réconciliation a bien réussi puisque toute la classe politique a participé. Les instances mises en place ont bien procuré de la confiance aux partis puisque les gens participent. En fait, ça veut dire qu'on est dans un pays normal. Le taux de participation qui va être annoncé va être à la mesure de ce mensonge, donc qui va égaler ce mensonge.
et on aura tout simplement dit aux Algériens que finalement le président de la République a bien réussi ses réformes politiques. Et je l'espère, par honnêteté politique, que les partis politiques, tout simplement, vont faire des révisions et ils ne vont pas venir le lendemain des élections pour pleurer, se mettre devant le mur de lamentation pour dire qu'on a volé nos voix. Je pense qu'il faut qu'ils procèdent à des révisions déchirantes. L'avenir est plein d'incertitudes. La responsabilité de tout un chacun est de tourner son regard et de tourner ses oreilles vers ce que exprime la population comme vœu et comme révolte et comme cri de colère. Merci Karim Tabou. Merci Omar Ait Mokhtar. Merci Yassine Mahibahi. Merci Ibrahim Younsi. Merci Al-Arbi Zouaïmiya. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Demain, donc, c'est la journée où vous êtes appelés à vous rendre dans les bureaux de vote. Je ne vous dirai qu'un mot. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Non, mais moi personnellement, en tant que citoyen, et non pas comme présentateur de Maghrébia, je vous dis seulement en votre âme et conscience. Yeah.